Madame, Monsieur, bonsoir. Le Maroc et le Royaume-Uni adoptent une déclaration politique conjointe et signent 2 décisions mettant en place les organes principaux du nouvel accord d'association entre les 2 pays. C'était à l'occasion de la 3e session du dialogue stratégique Maroc-Grande-Bretagne et la tenue de la première session de leur conseil d'association qui servira donc de plateforme pour approfondir ce partenariat économique entre les 2 royaumes. Ces événements coïncident avec la célébration cette année du 300e anniversaire de la signature du premier traité commercial entre le Maroc et le Royaume-Uni le 23 janvier 1721. C'était à Fès. Et l'occasion pour nous, dans Question d'actu, de revenir sur les dimensions du partenariat actuel entre le Maroc et le Royaume-Uni et l'avenir d'une coopération basée sur des avantages économiques mutuels, créateurs de richesses et surtout ouverts sur le monde. Ce sera en compagnie de l'ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, son Excellence Simon Martin. En seconde partie de l'émission, nous nous arrêtons sur les conclusions du rapport annuel pour 2020 publié par l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. Ce rapport fait le point sur la situation dans le pays et trace aussi des lignes d'action pour l'avenir en perspective de l'entrée en vigueur de la loi 46-19 est censée renforcer les pouvoirs de cette instance. Son président Bachir Rachdi répondra à nos questions ce soir. Mais avant, direction l'ambassade du Royaume-Uni à Rabat pour y joindre par satellite son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Simon Martin. Bonsoir Excellence, merci d'être avec nous. Toujours un plaisir et un plaisir renouvelé de vous recevoir sur le plateau de Média TV. Donc, bonsoir Hadija, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, ont tenu donc mercredi 8 décembre à Londres cette 3e session du dialogue stratégique Maroc-Grande-Bretagne. Que pouvez-vous nous dire sur les objectifs, mais surtout sur le bilan de cette rencontre ? Oui. Donc, oui, comme vous l'avez dit, c'était le troisième dialogue stratégique. Malheureusement, c'était reporté par une année par la pandémie. Mais c'est une plateforme pour renforcer nos relations en ce qui concerne les relations économiques, sécuritaire, culturelle et aussi politique entre nos 2 pays. Et c'était lancé par M. Bourita et M. Boris Johnson quand il était notre ministère des Affaires étrangères en 2018. Mais pour cette occasion, je peux dire que les sujets phares étaient le climat, le Covid-19 et le commerce. Et par ça, ça signifie la relance des effets de la pandémie d'une manière verte et durable. Très bien. Alors, si on allait dans le détail, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Martin, si on allait dans le détail, vous avez parlé de coopération politique. Que pouvez-vous nous dire sur ce rapprochement entre Rabat et Londres en ce qui concerne le volet politique d'abord, et nous, bien sûr, traiterons des sujets, des volets économiques, mais aussi sécuritaires, ainsi que ceux liés au climat. Mais commençons d'abord par le politique. Bon. Donc, pour nous, la relation politique entre nos 2 pays, c'est de plus en plus important et de plus en plus étroite. Nous partageons les valeurs et les intérêts. Nous coopérons, par exemple, dans les forats multilatéraux en ce qui concerne la sécurité, la réglementation de l'Internet et par exemple, ça c'est un moment où la politique et la sécurité ils s'approchent. C'est dans
le secteur de cybersécurité et la lutte contre les pirates cybernétiques, etc. Et c'est un bon exemple. Il y a une coopération unique entre le Royaume-Uni et notre ministère de l'Intérieur et les agences marocaines qui s'occupent de cybersécurité pour lancer une recherche, une recherche dans la capacité pour la lutte contre les menaces cyber ici au Maroc. On partage notre expérience récente et suite à ça, on a vu maintenant l'annonce que deux compagnies, une compagnie marocaine, une entreprise britannique vont ouvrir et Inch'Allah très tôt la première centre d'excellence de la cybersécurité pour tout le continent africain ici à Rabat. Et puis on peut voir comment nous pouvons coopérer, pas seulement d'une manière bilatérale, mais aussi en ce qui concerne le développement africain. Très bien, donc on parle de sécurité, on parle de cybersécurité, on parle aussi d'enjeux sécuritaires et notamment régionaux. C'est intéressant que vous souleviez cet aspect africain. Il y a aussi bien sûr une coopération militaire naissante, enfin je dirais pas naissante, mais en tout cas qui évolue plutôt bien. Il y a bien sûr la participation des forces du Royaume-Uni, des forces britanniques aux exercices Africa Lion. Pourquoi aujourd'hui le Royaume-Uni se joint-il à ces exercices-là, et aussi quels sont les enjeux de cette participation britannique au Africa Lion? Oui, donc c'est un exercice dans une époque normale, c'est un exercice annuel et le Royaume-Uni est le participant majeur international à partir du Maroc et des États-Unis. C'est un très bon exemple de la coopération et l'interopérabilité entre les forces armées britanniques et américaines. Et par cet exercice conjoint, on construit l'interopérabilité aussi avec les forces royales armées marocaines aussi. Mais nous avons aussi l'exercice Jebel Sahara. C'est un exercice bilatéral entre les forces armées marocaines et britanniques. Ça va se passer encore une fois l'année prochaine, en automne. Et ça nous offre l'opportunité d'exerciser ensemble, mais aussi pour les deux armées de profiter de l'expérience d'autres. Pour nous, nous avons l'occasion de faire des exercices dans les montagnes où le climat est très sec et très chaud, etc. Pour nos collègues marocains, il y a l'occasion d'exercer avec nos forces aussi, mais nous avons aussi les soi-disant cadettes, les étudiants dans nos académies navales et de l'armée au Royaume-Uni en ce moment. Et on est en train de créer un partenariat entre notre collège de l'armée à Sandhurst pour les officiers de notre armée à Sandhurst et l'Académie royale à Meknès. Mais on envisage aussi
de plus en plus la coopération dans nos forces navales aussi. Et on attend la prochaine visite navale d'une des soi-disant destroyers. Je pense que on utilise ce mot en français aussi l'année prochaine. Et on attend aussi la croissance de la coopération en ce qui concerne la recherche et le développement des technologies de défense aussi. Très bien, donc nous avons passé en revue les enjeux politiques, plutôt sécuritaires, militaires. Il y a à présent ce volet très très important et pas des moindres, celui de l'aspect économique de ce partenariat Maroc-Royaume-Uni. Donc une nouvelle étape pour l'accord d'association entre les deux pays. Quelle mise en œuvre sur le terrain, Excellence Monsieur l'ambassadeur Martin, quelle mise en œuvre de cet accord d'association signé en 2019 entre les deux pays? Oui, donc cet accord d'association, c'est quelque chose de très important pour nous, mais aussi, si je peux le dire, pour le Maroc. C'est un nouveau départ pour nous deux. Et à Londres hier, nos deux ministres ont signé 2 décisions qui ont créé de nouvelles structures pour considérer, pour changer et améliorer le cadre de notre coopération économique. Et c'est quelque chose de très important. On a commencé en 2019 avec une copie écolée de l'accord d'association UE marocain et on a répliqué ça. Maintenant, on a l'opportunité de le développer. Quelle est la différence? La différence, c'est que maintenant, nous avons cette relation bilatérale. Et puis, on peut considérer les complémentarités entre nos deux économies et de considérer comment peut-on encourager la croissance de notre commerce et l'investissement bilatéral. Déjà, depuis le début de cette année, on a témoigné une croissance énorme par exemple, dans les exportations agricoles marocaines en direction du Royaume-Uni. Je pense 80%, la croissance 80% des exportations des olives et peut-être 40% dans les fruits citrus. C'est la preuve de la demande et l'opportunité. Et maintenant, nous avons créé ces structures pour identifier et éliminer les obstacles à la croissance de cet échange bilatéral. Et on ne voit pas beaucoup de concurrence entre nos deux économies. Et puis, on a le sens que l'opportunité entre nous, c'est énorme. Mais on parle beaucoup aussi de l'investissement, les projets d'investissement. Oui, alors juste pour rester sur l'aspect commercial, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, si je puis vous interrompre, juste pour rester dans les échanges commerciaux, bien sûr les échanges commerciaux entre le Maroc et le Royaume-Uni restent en deçà des attentes. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen logistique, par exemple, pour les booster? Il y a eu quelque temps, on a parlé de la création d'une ligne maritime directe entre le Maroc et le Royaume-Uni. Où en est ce projet? Oui. Donc, non, c'est un effet c'est un développement très très intéressant. On n'a jamais eu de tel lien
maritime entre nos deux pays. Et il y a beaucoup de trafic maritime. Par exemple, chaque an, il y a, je pense, 9 millions de containers qui passent par Tanger Med au port britannique, mais pas dans une direction directe. Ça va changer un peu avec ce nouveau lien. Il n'y avait pas besoin de Brexit pour considérer ou créer ce lien, mais okay. Ce ne s'est jamais passé. Maintenant, ça va commencer en croisant les doigts au mois de décembre ou janvier. Bonne nouvelle donc. Et ça, pour moi, c'est une... Pardon? C'est une bonne nouvelle. Non? C'est une bonne nouvelle pour le commerce. C'est une très bonne nouvelle. C'est une réflexion. Oui, c'est une réflexion, pas seulement de l'opportunité, mais aussi de l'engagement des entreprises britanniques et surtout les entreprises marocaines qui veulent profiter de cette nouvelle dynamique dans notre relation. Et la possibilité, par exemple, de réduire les quotas, tarifs, etc. Et pour accroître, pour augmenter le taux d'exportation vers le Royaume-Uni. Et pour nous, c'est tout à fait bienvenu. Et on peut imaginer, si ça commence bien, et je suis certain que ça va se passer, on peut imaginer que la régularité, la fréquence de cette service peut augmenter. Et je sais, par exemple, il y a toujours une demande forte pour le service de passagers entre les deux royaumes, mais pas seulement pour le commerce. Et donc, le plus que de tels liens sont créés, le plus intérêt il y aura entre les entreprises de nos deux pays. C'est important. Et ça, c'est la raison pour laquelle on focalise aussi sur quelques grands projets d'investissement aussi. Et je suis certain que vous allez me demander de ce sujet. Absolument. Aussi. Oui, j'y venais, vous m'avez fait la transition, je vous en remercie, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Martin. Donc la création de cette ligne maritime, vous avez évoqué à juste titre qu'elle allait encourager l'investissement et notamment l'investissement ou l'implantation d'entreprises britanniques industrielles, en l'occurrence peut-être, au Maroc. Quelles sont aujourd'hui les opportunités que vous avez déjà identifiées dans des secteurs, je dirais peut-être l'automobile, peut-être l'aéronautique, surtout qu'aujourd'hui, nous le savons, à cause de la crise de la pandémie Covid-19, les chaînes de valeur mondiale ont connu une réelle restructuration. Alors comment le monde des affaires et les investisseurs britanniques voient cette opportunité pour accroître leur présence sur le territoire marocain ? Oui, donc on doit commencer avec l'action climatique. Après le COP26, où la présence marocaine était très forte et très positive, et même si tôt après la formation, la création du nouveau gouvernement, c'était extraordinaire de voir une présence si forte. Et ça s'est commencé aujourd'hui. Par exemple,
l'investissement britannique dans le plus grand centre solaire thermal à Nouadhizat a dépassé 200 millions de dollars dans cet investissement des fonds climatiques qu'on a investi. Mais de plus en plus, on voit l'opportunité pour le secteur privé. Votre gouvernement est en train de libérer le marché électrique ici et d'encourager les soi-disant producteurs de l'énergie indépendante, Independent Power Producer Projects. Et ça, c'est la façon de notre secteur énergétique chez nous. Donc, on envisage beaucoup d'intérêt dans ce secteur de nos entreprises énergétiques, mais aussi dans la fabrication. Et il y a deux entreprises britanniques qui veulent établir une opération de fabrication des tableaux photovoltaïques, mais un autre qui a l'intention de produire ici au Maroc les lampadaires malins, les smart lamp posts, pour exporter à d'autres marchés. Ça, c'est en train. On a conclu des accords avec le ministère de l'Industrie et de la Commerce et j'attends l'annonce de ces projets. Il y a aussi un très grand projet qu'on a annoncé. Croisons les doigts. C'est pas tout à fait confirmé pour la création d'une très grande mine de potasse ici au Maroc. Il y a une compagnie britannique qu'on a établie pour poursuivre ce projet. Il s'est apparu sur les marchés de capitaux à Londres. Et ça va contribuer pas seulement au développement économique de cette région, mais aussi à notre aide à l'adaptation de l'agriculture en Afrique, parce que le potasse, c'est si important en tant que assistance à l'agriculture en Afrique. Il y a aussi beaucoup d'intérêt dans de grands projets de produire l'énergie renouvelable ici, peut-être direct pour le marché britannique. Il y a Alors justement, ambassadeur Martin, c'est bien connu, mais que pouvez-vous nous dire sur le projet de la plus longue liaison électrique au monde, donc du Maroc vers la Grande-Bretagne, issue d'énergie renouvelable? Que pouvez-vous nous dire sur ce projet qui pourrait alimenter jusqu'à 7 millions de foyers britanniques d'énergie produite au Maroc? Oui, non. Excusez-moi, je ne vous ai bien entendu. Est-ce que vous pouvez répéter cette question? Bien sûr. Que pouvez-vous nous dire du projet de la plus longue liaison électrique, donc du sud du Maroc vers la Grande-Bretagne, à partir bien sûr de sources renouvelables, une liaison qui pourrait alimenter jusqu'à 7 millions de foyers britanniques? Oui. Donc, oui, je pense que ça c'est une référence au projet de Xlinks. Oui. Et c'est une proposition très, très sérieuse d'une entreprise britannique qui veut produire l'énergie
l'électricité renouvelable ici au Maroc, des sources solaires et éoliennes, et de livrer direct au marché britannique. Et quelque chose de très important de ce projet, c'est tout à fait financé par le secteur privé. Donc c'est un projet privé et il serait quelque chose de très nouveau. Il y a, comme on peut l'imaginer, beaucoup d'étapes pour considérer un tel projet, un projet si grand et si significatif. Et mon gouvernement est en train de le considérer en ce moment. Si ça se passe, ça sera quelque chose de énorme entre nous. Mais je ne veux pas dire comment cette décision va être prise. Très bien, mais c'est en cours. D'accord. Donc à l'occasion de la 3e session du dialogue stratégique Maroc-Royaume-Uni, il y a eu cette déclaration conjointe où le Royaume-Uni soutient la résolution 2602 de l'ONU. Et il y a aussi cet appui. Que pouvez-vous nous dire, ambassadeur Martin, de l'appui britannique à la proposition marocaine sur cette question du Sahara ? Oui, donc comme c'est bien connu, le Royaume-Uni a soutenu les résolutions du Conseil de sécurité chaque fois au sein du Conseil de sécurité. On soutient les efforts du secrétaire général pour chercher une résolution de cette question acceptable à tous et pragmatique et juste. Et ça continue et en soutenant cette résolution 2602, le Royaume-Uni reconnaît les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour chercher, pour résoudre cette question. Et ça va continuer. Et on félicite la nomination de M. Staffan de Mistura, le nouveau envoyé personnel du secrétaire général. Et on a offert tout notre soutien à M. de Mistura, qui est très, très expérimenté au sein des Nations Unies, pour avancer la recherche d'une résolution de cette question. Pour le moment, il a un grand défi, mais on a beaucoup d'optimisme. Et en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, notre gouvernement est tout à fait engagé à l'aider. Mais pour nous, c'est important de créer les conditions où il peut s'adresser aux défis que le secrétaire général lui a donné. Et donc, on va le soutenir, mais c'est pas pour nous et pour d'autres pays d'offrir plus de direction de ça pour ce moment. Très bien. Alors, bien sûr, au Maroc comme au Royaume-Uni, dans les politiques publiques, l'humain est au centre, et notamment aujourd'hui au Maroc avec ce nouveau modèle de développement. Il y a ces enjeux communs, ces enjeux de développement durable et de changement climatique. Bien sûr, ces enjeux-là, comment ont-ils été répondu à comment une réponse mondiale, mais aussi, j'ai envie de dire, une réponse bilatérale entre le Royaume-Uni et le Maroc aux challenges qui concernent le développement durable, bien sûr, mais aussi les impacts du changement climatique.
en ce qui concerne cette coopération climatique, je parlais de la coopération en matière de la financement vert et le financement privé des investissements dans le développement durable. Et il y a déjà pas mal de liaisons entre le Cité de Londres et le secteur financier marocain pour établir et intégrer les conditions, les critères durables dans les règles d'investissement des fonds d'investissement privés ici. Et ça va atterrir le capital privé et aussi le capital des institutions de développement finance comme le British International Investment qui s'intéresse beaucoup au Maroc, mais aussi à la coopération avec les institutions marocaines pour aider le développement durable dans d'autres pays africains aussi. Et ça, c'est un bon exemple de cette collaboration entre nos deux pays pour assister, pour augmenter le développement vert en Afrique aussi. Pour finir, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Martin, un dernier mot sur cette coopération, ce partenariat sur le volet culturel, mais aussi et surtout de l'éducation. Oui. Donc, le volet culturel, c'est très important pour nous. Malheureusement, pendant la pandémie, c'était plus difficile que normal de poursuivre. Par exemple, je réjouis à l'avance de l'ouverture du nouveau théâtre national à Rabat, cet bâtiment incroyable du cabinet d'architecture Zaha Hadid à Londres, dont toute l'acoustique a été dessinée par un autre cabinet d'ingénieurs britannique. Et c'est un très bon exemple de cette collaboration qui est pas beaucoup visible pour la plupart des gens, mais existe dans beaucoup de secteurs. Et après la réouverture réelle, on peut attendre beaucoup plus dans ce secteur. Mais en ce qui concerne l'éducation, pour moi, c'est un des chantiers de coopération le plus important. Depuis la dernière réunion de notre dialogue stratégique, on a vu l'ouverture de 4 écoles britanniques reconnues par les deux gouvernements en tant qu'officielles. Et on n'attend plus de ça. C'est une réflexion de l'entrée dans pas seulement la langue anglaise, mais aussi l'éducation britannique par les parents marocains. On a vu aussi une croissance du nombre des étudiants marocains qui étudient aux universités britanniques. Ça a surpassé 1000 par an maintenant. Ça, c'est quelque chose de très bon. Je suis très heureux de ça. Mais pour moi, on voudrait voir éteindre l'opportunité d'étudier dans une université britannique à un beaucoup plus grand monde ici au Maroc. Et c'est ça la raison pour laquelle je suis
très très content que l'année prochaine, Inch'Allah, croisons les doigts, on va ouvrir la première campus d'une université britannique ici au Maroc et le ministère de l'Éducation supérieure a décidé de changer la loi, les règles ici, afin d'encourager plus de tels campus de l'université internationale ou étrangère ici au Maroc. Et pour moi, ça va offrir quelque chose de beaucoup, quelque chose d'important à un plus grand nombre, un plus grand secteur de la population d'étudiants marocains. Et à travers, ou par ça, on va avoir un échange beaucoup plus riche entre les étudiants des deux pays. Et donc, merci. Suivez-nous. Certainement. Oui. Nous ferons le point dans quelques mois également avec vous, comme ce fut le cas il y a quelques mois quand vous avez été nommé à votre poste. Merci beaucoup, ambassadeur Simon Martin. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. C'était un plaisir. Bon, merci beaucoup, Hadija. Et à la prochaine, on ne doit pas attendre jusqu'à la prochaine réunion du dialogue stratégique. Je suis très confiant qu'il y aura beaucoup plus à discuter dans l'année prochaine. Certainement dans les mois à venir. Merci beaucoup. Nous passons à présent à la seconde partie de Questions d'actu. Retour en cette deuxième partie de Questions d'actu sur les conclusions du rapport annuel publié par l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. Nous recevons ce soir son président Mohamed Bachir Hachdi. Bonsoir. Merci de répondre à nos questions. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors ce rapport 2020, est-ce qu'on peut parler peut-être de points positifs? Si on devait dresser le diagnostic, y a-t-il des points positifs dans ce rapport que vous venez de publier? En fait, ce rapport vient pour faire le point sur l'état de la corruption au Maroc, mais aussi sur les avancées qui ont été réalisées par l'instance pour préparer le passage à une autre ère de lutte contre la corruption sur des bases qui sont coordonnées entre l'ensemble des institutions, avec sur la base d'une vision qui sera soumise à approbation des pouvoirs et des institutions concernées et qui constituera la base de convergence de l'ensemble des actions. Et donc l'instance, à travers ce rapport, fait un bilan qui relève que l'état de la corruption ne s'est pas amélioré et reste dans une situation non satisfaisante, et en même temps il met en relief l'accumulation de tout ce qui a été préparé comme fondement pour cette nouvelle dynamique espérée. Très bien. Bon, alors, si on passait justement à l'impact. Donc, il y a eu beaucoup de réalisations qui ont été menées pour lutter contre ces pratiques endémiques liées à la corruption. Est-ce que l'objectif ou une partie de l'objectif a été atteinte? Et sinon, pourquoi pas? Alors, effectivement, il y a depuis une vingtaine d'années, il y a plusieurs initiatives. Il y a eu des programmes anticorruption qui ont été lancés par les gouvernements successifs. Il y a eu même la stratégie nationale anticorruption. Néanmoins, l'impact n'est toujours pas là, que ce soit au niveau de la perception des citoyens
qui considèrent que la corruption sévit toujours et qu'ils la rencontrent de manière trop fréquente dans leur relation avec l'administration et dans leur vie quotidienne, ou que ce soit au niveau du classement international, au niveau des organisations internationales du Maroc, qui n'a pas connu une évolution notable. Sa notation non plus. Sur une vingtaine d'années, le Maroc n'a gagné que 3 points sur 100 et son classement ne s'est pas beaucoup amélioré. Donc tout ce qui a été fait n'est pas inutile, est quelque chose d'important qu'il faut consolider. Il reste à ce qu'on le mette dans le cadre d'une vision partagée avec une totale convergence et une complémentarité entre les acteurs qui garantit à ce qu'on prenne en charge les thématiques qui sont de première priorité, et les priorités étant définies avec ce qui doit impacter la vie des citoyens de manière perceptible, ainsi que celle des investisseurs, des acteurs économiques et des acteurs de la société d'une manière générale. Donc les réalisations sont nombreuses. Maintenant, il s'agit de les consolider et d'aller vers une nouvelle phase de la lutte contre la corruption qui soit coordonnée, qui soit où on assure le suivi d'exécution et où on garantit les résultats et les impacts. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du paysage institutionnel, le Maroc dispose d'une institution spécialisée qui est l'instance nationale de probité, de prévention et de lutte contre la corruption, dont le législateur constitutionnel l'a chargé de responsabilité justement de supervision, de coordination et de garantie de suivi. Et la loi 46-19 qui a été votée à l'unanimité par les deux chambres du Parlement lors de la session extraordinaire de mars dernier, vient détailler tout cela. Elle permet de définir de manière beaucoup plus précise la notion de corruption, le FASED, qui signifie de manière plus large toutes les pratiques de privilèges, de népotisme, de clientélisme, d'abus de pouvoir, etc. Donc cette loi a défini de manière plus précise la notion de corruption dans le sens large. Elle a décliner les prérogatives que le législateur constitutionnel a donné à cette institution oui, de mais quid de l'étape d'après, très précise. Quid de l'étape d'après, Mohamed Bachir Rachdi? Quid de l'étape d'après, et en l'occurrence, qui constitue, en tout cas les autres membres qui constituent cette instance, comme le stipule cette loi 46-19? Tout à fait. Justement, donc, nous disposons aujourd'hui, au niveau du paysage institutionnel, comme je le disais, d'une institution avec des larges prérogatives. Cette loi n'est pas encore entrée en vigueur, c'est-à-dire elle le sera avec la nomination des membres de son conseil et le secrétaire général. Et à partir de là, bien sûr, on aura complété le dispositif législatif et institutionnel. Restera à mettre en mouvement la dynamique dont j'ai parlé, et avec une prise en main de manière forte et de ce changement profond de la manière d'attaquer ce fléau qui est par définition un fléau complexe, qui ne peut pas être traité par une succession de mesures, mais qui doit être traité à travers une vision, une stratégie, j'insiste, coordonnée, où l'ensemble des pouvoirs et des autorités et des institutions jouent pleinement leur rôle et assument leurs responsabilités de manière coordonnée et dans un cadre institutionnel qui assure la complémentarité et la synergie forte. Donc l'étape à venir, elle est cruciale pour pouvoir observer ce changement profond.
Alors, quand on parle de changement profond et vous parlez de convergence, et bien sûr, on le sait, la corruption et l'enrichissement illicite sont des sujets non seulement d'ordre judiciaire, mais aussi économique et politique. Donc, est-ce que vous sentez que ces priorités-là, ou ces aspects-là font partie des priorités du nouveau gouvernement, du gouvernement issu des dernières élections? Est-ce que vous pensez que cette lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite font partie des priorités? Est-ce que vous le sentez, vous l'avez senti dans le programme gouvernemental? Alors, il faut préciser que le Maroc, de manière générale, est aujourd'hui entré dans une orientation guidée par le nouveau modèle de développement qui ne peut réussir que si on lui crée le socle et les fondements nécessaires à la réalisation de ces objectifs et au dépassement des limites qu'a connu le modèle jusqu'à maintenant. Et ce socle ne peut pas être solide si la gouvernance responsable, si la prévention et la lutte contre la corruption ne sont pas au cœur de ces nouvelles orientations. D'ailleurs, le nouveau modèle de développement le précise et le souligne très clairement. Maintenant, par rapport au nouveau gouvernement, il est prévu à ce que l'instance justement crée de manière concertée avec ce nouveau gouvernement le cadre qui permettrait à ce que ça puisse être mis au niveau de la priorité nécessaire et que ça soit suivi et qu'on crée les mécanismes de pilotage et d'orientation. Dans le programme du gouvernement, il est précisé que la lutte contre la corruption, Moukafahat al-Fassad, est une priorité nationale. C'est plus qu'une priorité. Quand on dit une priorité nationale, c'est que ça se situe au niveau des plus grandes priorités et qu'il considère, toujours le programme, je cite le programme du gouvernement, il considère que l'existence de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption est une opportunité pour permettre à ce qu'on attaque ce fléau en évitant toute surenchère politique, ce qui est de nature à ce que justement on ait une mobilisation sans calcul, mais plutôt en recherchant l'efficacité, les résultats et l'impact. Ce cadre de coordination et le cadre institutionnel dans lequel nous allons nous inscrire reste à discuter, à arrêter avec le nouveau gouvernement et nous espérons que dans les jours à venir et dans les semaines à venir, on puisse entamer ce travail. Est-ce que vous pensez que le travail de l'instance pourrait être rendu difficile? Est-ce qu'il peut y avoir des poches de résistance quant à la lutte contre la corruption? De toutes les manières, tout changement c'est-à-dire il est toujours en parallèle d'un changement stratégique et quand on est dans des ruptures stratégiques, il y a toujours des résistances pour plusieurs raisons, que ce soit pour des raisons d'intérêt ou des raisons où on considère qu'on va bouleverser des équilibres qui sont en place ou avec des craintes ou à cause de craintes de créer des bouleversements qu'on ne puisse pas les maîtriser, etc. Donc les résistances ne manqueront pas. Et c'est pour ça qu'il est déterminant à ce qu'il y ait une mobilisation des acteurs institutionnels, que ce soit le pouvoir exécutif, que ce soit le pouvoir législatif, que ce soit le pouvoir judiciaire et bien entendu les institutions constitutionnelles avec leur diversité et l'ensemble des autres acteurs, que ce soit au niveau du secteur privé, la société civile. Il faut qu'il y ait la constitution d'un front uni contre la corruption pour pouvoir
contrer justement les résistances potentielles, mais aussi pour engager de manière forte la dynamique recherchée et j'insiste là-dessus, pour produire des résultats avec des impacts perceptibles. Tant que nous n'avons pas des résultats qui sont ressentis dans la vie des citoyens et des acteurs économiques et sociaux, nous ne pouvons pas espérer regagner la confiance et nous ne pouvons pas espérer l'engagement et la mobilisation de tous, sachant que cette mobilisation est indispensable pour pouvoir arriver à changer la réalité de la corruption et pouvoir justement ouvrir le potentiel de développement au vrai niveau que le Maroc mérite et au niveau où il est capable d'aller. Un dernier mot, vraiment, pour clore, Mohamed Bachir Rachdi, très rapidement, peut-être un ou deux exemples de cette convergence. Il y a le mot convergence qui est revenu beaucoup de fois dans vos réponses. Quelques exemples de cette convergence. Cette convergence, c'est d'abord, il faudrait que tout le monde soit d'accord sur la vision. Qu'est-ce qu'on entend par, qu'est-ce qu'on attend de cette nouvelle ère de lutte contre la corruption, c'est-à-dire selon quel axe, et surtout quels sont les thématiques prioritaires sur lesquelles nous devons agir. Est-ce que la relation entre l'administration et le citoyen peut continuer à avancer avec des améliorations certes connues qui sont pas négligeable, mais est-ce que ça doit continuer avec le même rythme et selon la même approche? Est-ce que la dématérialisation de cette relation qui est un élément fondamental, est-ce qu'il peut est-ce qu'on peut se permettre de prendre encore des années pour pouvoir atteindre une digitalisation totale orientée service aux citoyens et pas automatisation seulement du fonctionnement de l'administration? Est-ce que le contrat qu'il y a entre les gestionnaires publics de la chose publique et la société est basé sur les bons fondements et les bons mécanismes? Notamment, est-ce que la déclaration de patrimoine peut continuer à se faire selon une des méthodes telles qu'aujourd'hui, des déclarations papier avec des dizaines de milliers d'assujettis et où on ne peut pas tirer le profit de ce mécanisme qui est un mécanisme d'établissement de la transparence et d'établissement de la dissuasion quant à la possibilité d'avoir un enrichissement illicite. Comment est-ce qu'on aborde l'enrichissement illicite? Qu'est-ce qu'on fait du cadrage des conflits d'intérêts? Et est-ce qu'on peut éliminer les conflits d'intérêts tout de suite? Non, dans le monde entier, aucun pays n'a réussi à éliminer, mais par contre, cadrer et obliger les déclarations de situation de conflit d'intérêts est un élément fondamental pour établir des relations et des comportements sains par rapport à l'exercice du pouvoir public. Et on peut décliner les thématiques de première priorité, on peut les décliner telles que le rapport justement de l'instance au titre de l'année 2020 les a rappelés et a mis en avant les recommandations et les avis de l'instance sur ces sujets-là considérés comme première priorité. Exactement. Et puis l'autre priorité, bien sûr, c'est la nomination des 12 membres de l'instance pour qu'elle puisse remplir pleinement son rôle de probité, bien sûr, et de lutte contre la corruption et bien sûr, sans oublier la prévention. Mohamed Bachir Rachdi, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médien TV ce soir. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée.